Mes parents m'ont désinvité de Thanksgiving dans le chalet à 10 000 $ que j'avais payé. J'ai donc annulé la réservation et regardé le rêve de fête parfaite s'effondrer. Je m'appelle Sabrina. J'ai dépensé 10 000 $ pour louer un luxueux chalet à Aspen, où j'imaginais toute ma famille se réunir pour un chaleureux Thanksgiving rempli de rire. Je pouvais déjà imaginer la table drapée de lin blanc, la dinde dorée au centre, et la lueur des bougies scintillant à travers les verres en cristal. Mais une semaine à peine avant le voyage, ma mère m'a envoyé un message sec. Sabrina, il vaut mieux que tu ne viennes pas. C'est une occasion familiale et tu rends toujours l'atmosphère lourde. J'avais été désinvité de la fête même que j'avais entièrement payée. À ce moment-là, j'ai réalisé une douloureuse vérité. Il n'avait pas besoin de moi. Il n'avait besoin que de mon argent. Et alors, j'ai fait quelque chose d'audacieux. Je n'aurais jamais imaginé que j'annulerais tout le voyage. Et vous? Si vous étiez dans cette situation, resteriez-vous silencieux et endureriez-vous, ou prendriez-vous des mesures? Et d'où écoutez-vous cette histoire, et à quelle heure? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup. J'étais assise là, les yeux toujours fixés sur l'écran du téléphone, le cœur endolori et pourtant engourdi en même temps. Ce court message ne m'a pas seulement exclu de la fête. Il a aussi remué tous les vieux souvenirs que j'avais essayé d'enterrer pendant des années. Des souvenirs de Boston, où ma sœur cadette Eva et moi avons grandi dans une maison à 2 étages en banlieue avec un porche blanc et une clôture en bois peinte en vert. Le genre d'image qui ressemblait à la parfaite famille américaine. Mais pour moi, ce n'a jamais vraiment été un foyer. Depuis que j'étais petite, je pouvais sentir la différence dans la façon dont mes parents me traitaient, moi et Eva. J'étais la première-née, celle qui devait toujours s'efforcer de tout faire parfaitement, tandis qu'Eva, de 4 ans ma cadette, était toujours enveloppée de protection comme une petite princesse. Je me souviens des nuits passées à la table de la cuisine sous la lumière fluorescente crue, luttant avec des problèmes de maths pendant que ma mère cuisinait et me rappelait sans cesse, « Fais plus d'efforts, Sabrina. Tu dois donner l'exemple à ta sœur. » Pendant ce temps, Eva s'asseyait dans le salon en griffonnant, courant de temps en temps pour montrer un petit dessin désordonné, et étant instantanément louée par « Ma fille est si créative, si talentueuse. » Les vacances étaient toujours la preuve la plus claire de ce favoritisme. Je me souviens des Thanksgiving où l'odeur de la dinde rôtie remplissait la maison. J'étais toujours la première appelée à la cuisine pour équeuter les haricots, laver les légumes, éplucher les pommes de terre, tandis qu'Eva restait sur le canapé à regarder des dessins animés. Mes mains devenaient rouges à cause de l'eau froide alors que j'essayais de suivre les ordres de ma mère. Dépêche-toi, Sabrina. Ne fais pas attendre tout le monde. Mais quand Eva est finalement descendue, vêtue de sa robe de velours rouge étincelante et les cheveux en boucles douces, toute la pièce s'est illuminée. Oh mon Dieu, regardez ma fille. Elle est aussi jolie qu'une poupée. Mon père a ri fièrement. Personne n'a remarqué la sueur sur mon front ou les petites coupures sur mes doigts dues à l'épluchage des pommes de terre. Noël était pareil. C'était moi qui devais emballer les cadeaux, accrocher les lumières, ranger le sapin, tandis qu'Eva n'avait qu'à se promener en chantant quelques chants de Noël pour être immédiatement louée pour avoir apporté l'esprit de Noël à toute la famille. Une année, j'ai passé une semaine entière à plier du papier pour faire des décorations pour le sapin, de minuscules étoiles argentées et des guirlandes en papier coloré. Quand je les ai accrochées, ma mère a jeté un coup d'œil et a dit « Eh bien, c'est pas mal ». Mais quand Eva a griffonné un dessin grossier d'un sapin de Noël au crayon, toute la famille l'a accroché à l'endroit le plus en vue, l'appelant le chef-d'œuvre de notre petit ange. J'ai commencé à réaliser que peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais assez. Si je ramenais un A, ma mère demandait pourquoi ce n'était pas un A+. Si je gagnais un prix à un concours d'écriture, mon père me rappelait « Mais tu dois encore travailler ta prononciation. Tu es difficile à comprendre quand tu parles. » Pendant ce temps, tout ce qu'Eva avait à faire était de participer à une pièce de théâtre à l'école et de lire quelques lignes, et toute la famille organisait une fête pour célébrer. Le souvenir le plus douloureux pour moi est probablement un Thanksgiving quand j'avais 16 ans. J'avais passé toute la matinée à préparer la farce selon la recette de ma grand-mère, mesurant et goûtant soigneusement chaque étape. Quand je l'ai servi à table, mon père a pris une bouchée, a froncé les sourcils et a dit « Sabrina, tu as mis trop de sel. Tu es toujours si négligente. » Je me suis figé, une sueur froide coulant dans mon dos. Eva était assise juste à côté de lui, gloussant en portant un morceau de dinde à sa bouche. Ma mère l'a regardé et a dit « Eva apprécie toujours tout. Tu sais vraiment comment valoriser les efforts des gens. »
Je me suis mordu la lèvre jusqu'au sang, me demandant pourquoi à la même table, mangeant la même nourriture, l'amour pouvait être divisé si durement. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais trop sensible, trop difficile. Je les croyais, pensant qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas chez moi. J'ai essayé de me changer, de mieux faire les choses, d'être plus silencieuse, de gagner leur acceptation. Mais plus j'essayais, plus il devenait clair. À leurs yeux, je ne serais jamais à la hauteur d'Eva. Ils avaient toujours une raison prête à la louer et une raison prête à me critiquer. Je me souviens une fois, au lycée, j'ai remporté une bourse d'été pour participer à un programme scientifique dans une université. J'étais si excité de partager la nouvelle, espérant des éloges. Mais ma mère a seulement répondu sèchement, « Si tu pars tout l'été, qui va m'aider à la maison ?» Quelques semaines plus tard, quand Eva a dit qu'elle voulait aller à un camp d'art, mes parents l'ont immédiatement inscrite, même si les frais de scolarité étaient 2 fois plus chers. Petit à petit, j'ai appris à ravaler cette amertume, la rangeant comme on fourre des objets indésirables dans un tiroir déjà bondé. Je me suis habitué à être comparé, habitué à travailler 2 fois plus dur juste pour recevoir la moitié de la reconnaissance. Mais cela m'a aussi rendu plus forte et plus déterminée à me débrouiller seule. Je me souviens encore très bien du jour où j'ai reçu ma lettre d'acceptation à l'université. C'était un après-midi de printemps frais à Boston et j'étais assise seule sur le porche, mes mains tremblant en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une note de félicitations. J'avais remporté une bourse complète en communication dans une prestigieuse université. J'ai pleuré, non pas parce que j'étais faible, mais parce que pour la première fois, je sentais que mes efforts silencieux avaient été reconnus. Pas par mes parents, mais par le monde extérieur. Pourtant, quand j'ai montré la lettre à ma mère, elle a seulement haussé les épaules. Eh bien, c'est bien, mais ne sois pas trop confiante. L'université, c'est dur. Tu pourrais ne pas tenir le coup. Cette phrase s'est gravée dans mon cœur et est devenue le carburant silencieux qui m'a porté pendant les années à venir. Pendant mes 4 années à l'université, je me suis débrouillé seul pour tout. La bourse couvrait la plupart des frais de scolarité et de logement, tandis que je travaillais pour payer mes frais de subsistance. Je servais du café à 6 heures du matin, debout derrière le comptoir avec l'odeur d'espresso collée à mes cheveux avant de me précipiter en cours le ventre vide. J'écrivais des articles en freelance pour des journaux locaux, travaillais comme assistante d'enseignement, et prenais parfois des travaux de traduction. Chaque nuit, je rentrais à mon dortoir les yeux brûlants d'avoir veillé trop tard. Mais à l'intérieur, ma détermination était en feu. Je ne retournerai jamais être l'enfant, pas assez bien, de la famille. Je construirai ma propre vie, indépendante, inébranlable, et n'attendant l'approbation de personne. Je me souviens une fois, au lycée, j'ai obtenu une bourse d'été pour suivre un programme de sciences dans une université. J'avais hâte de partager la nouvelle, espérant des éloges, mais ma mère a seulement répondu froidement, « Si tu pars tout l'été, qui m'aidera à la maison ?» Quelques semaines plus tard, quand Eva a dit qu'elle voulait aller à un camp d'art, mes parents l'ont immédiatement inscrite, même si les frais de scolarité étaient plus de 2 fois plus chers. Au fil du temps, j'ai appris à ravaler ces humiliations, les rangeant comme on fourre des choses indésirables dans un tiroir déjà trop plein. Je me suis habitué aux comparaisons constantes, habitué à travailler 2 fois plus dur juste pour obtenir la moitié de la reconnaissance. Mais cela m'a aussi rendu plus forte et plus déterminée à me débrouiller seule. Je me souviens encore très bien du jour où j'ai reçu ma lettre d'acceptation à l'université. C'était un après-midi de printemps frais à Boston et j'étais assise seule sur le porche, mes mains tremblant en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre de félicitations. J'avais remporté une bourse complète en communication dans une prestigieuse université. J'ai pleuré, non par faiblesse, mais parce que pour la première fois, je sentais que mes efforts silencieux avaient été vus et validés. Pas par mes parents, mais par le monde extérieur. Pourtant, quand j'ai tendu la lettre à ma mère, elle a seulement haussé les épaules et a dit, « Eh bien, c'est bien, mais ne sois pas trop confiante. L'université, c'est dur. Tu pourrais ne pas tenir le coup. » Ces mots se sont gravés dans mon cœur et sont devenus la motivation silencieuse qui m'a porté pendant les années à venir. Pendant mes 4 années d'université, je me suis débrouillé seul pour tout. La bourse couvrait la plupart de mes frais de scolarité et de logement, mais pour les frais de subsistance, je travaillais à temps partiel. Je servais du café à 6 heures du matin, debout derrière le comptoir avec l'odeur d'espresso collée à mes cheveux avant de me précipiter en cours le ventre vide, mes mains tremblant encore. J'écrivais des articles en freelance pour des journaux locaux, travaillais comme assistante d'enseignement et prenais parfois des travaux de traduction.
Chaque nuit, je rentrais à mon dortoir les yeux brûlants d'avoir veillé trop tard. Mais à l'intérieur, ma détermination brûlait encore plus fort. Je me suis promis que je ne redeviendrais jamais l'enfant, pas assez bien, de ma famille. Je construirais ma propre vie, indépendante et libre, n'attendant plus l'approbation de personne. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'avais déjà un CV impressionnant et j'ai reçu une offre d'emploi d'une entreprise technologique en pleine croissance à Seattle. Je ne connaissais personne dans la ville. Je n'avais qu'une valise de vêtements, quelques livres et un vieil ordinateur portable. Mais je croyais que je pouvais repartir de zéro. Les premières années à Seattle ont été difficiles. Je vivais dans un appartement exigu, prenais le bus pour aller travailler tous les matins et passais mes soirées à étudier pour affiner mes compétences en marketing numérique. Je travaillais plus dur que n'importe qui au bureau, prenant des projets supplémentaires, veillant tard pour faire des analyses, concevoir des campagnes et présenter à des clients exigeants. Pas à pas, j'ai gagné en reconnaissance, non pas par des éloges vides, mais par de vraies promotions. À ma 7e année, j'étais devenue directrice marketing, dirigeant une équipe de près de 30 personnes et supervisant des campagnes d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars. Pendant ce temps, Eva a choisi un chemin très différent. Elle n'a pas continué ses études, mais s'est mariée juste après avoir terminé le lycée. Son mari, Tyler, travaillait dans l'immobilier et gagnait assez pour s'en sortir. Mais ma famille est toujours intervenue pour les soutenir davantage. Je savais que mes parents envoyaient régulièrement de l'argent à Eva, l'aidant avec ses dettes de carte de crédit, contribuant à une nouvelle voiture, et plus encore. Leur raisonnement était toujours le même. Eva a besoin d'aide pour s'installer dans la vie. Tandis que pour moi, c'était, tu es indépendante maintenant, tu n'as besoin de personne. En surface, cela pourrait sembler juste, mais en réalité, ce n'était qu'une autre façon pour eux de continuer à déverser de l'amour et de l'attention sur Eva tout en me l'enlevant. Chaque fois que je rentrais à la maison, je voyais Eva exhiber un nouveau sac de créateur ou un voyage à Hawaï avec mes parents la regardant avec fierté. Quand j'essayais de parler de la conclusion d'un projet de plusieurs millions de dollars au travail, il hochait seulement la tête à moitié, puis changeait rapidement de sujet pour « Eva va rénover sa cuisine ». L'argent n'avait jamais été un vrai problème pour moi une fois ma carrière établie. Je gagnais un salaire à 6 chiffres chaque année, voyageant constamment pour les affaires, séjournant dans des hôtels 5 étoiles et fréquentant des cercles de cadres et d'entrepreneurs. Mais dans les moments calmes, assis seul dans mon appartement élégant du centre-ville de Seattle, je sentais toujours qu'il me manquait quelque chose. Le succès dans le monde extérieur ne pourrait jamais combler le vide laissé par le fait d'être négligé au sein de ma propre famille. J'espérais que si j'atteignais une position assez élevée, ils me verraient différemment. Mais chaque fois que j'appelais à la maison, la conversation revenait toujours à Eva. J'étais la fille occupée et lointaine, tandis qu'Eva restait le cœur de la famille. C'est peut-être pour ça que j'ai dépensé 10 000 $ pour louer le chalet cette année. Je ne manquais pas d'endroits où passer mes vacances et je ne manquais pas d'amis avec qui célébrer Thanksgiving. Mais au fond de moi, je voulais essayer, juste une fois, de créer le rassemblement familial parfait où tout le monde pourrait s'asseoir à la même table sans distance ni division. Je pensais que si je me consacrais à organiser chaque détail, si je leur préparais des vacances parfaites, peut-être qu'alors je serais enfin vu comme une véritable partie de la famille. J'ai imaginé ma mère me souriant à la lueur des bougies, mon père levant un verre et disant « Sabrina, tu as fait quelque chose de merveilleux », et Eva assise à côté de moi sans recevoir de traitement de faveur. Je savais que c'était un fantasme, mais je voulais quand même y croire. Je me souviens très bien du jour où j'ai appelé le directeur de la station à Aspen pour réserver le chalet. C'était une maison en rondin de luxe nichée au milieu des pins, son toit en pente couvert de neige, un large balcon donnant directement sur les majestueuses montagnes rocheuses. Le salon avait des plafonds hauts et une immense cheminée en pierre, les flammes promettant de transformer tout l'espace en un refuge chaleureux contre le froid de l'hiver. La cuisine était spacieuse avec un comptoir de bar en chêne et assez de place pour qu'une famille entière puisse cuisiner ensemble, faire des tartes à la citrouille et préparer un festin de dinde. Il y avait 15 chambres, chacune décorée avec des couettes douillettes et de grandes fenêtres donnant sur la forêt. J'ai imaginé que nous étions tous réunis autour d'une longue table recouverte de linge blanc, la lumière dorée tombant sur nos visages, le son des rires résonnant dans la pièce. Je pensais que peut-être, juste peut-être, ce serait l'occasion pour ma famille de se sentir enfin comme une vraie famille. Quand j'ai signé le contrat, je ne pouvais pas cacher mon excitation. J'ai même demandé au directeur de m'envoyer les dernières photos pour m'assurer que tout avait l'air parfait. Puis je me suis dépêché d'ouvrir le groupe de discussion familiale et j'ai tapé « Tout le monde,
j'ai loué le chalet à Aspen pour Thanksgiving. Tout est pris en charge. Vous n'avez qu'à venir et en profiter. J'ai appuyé sur envoyer, mon cœur battant la chamade en attendant leur réaction. Et comme je l'avais espéré, l'écran s'est immédiatement illuminé. Eva a envoyé 3 emojis cœur d'affilée. Ma mère a écrit « Oh, merci, Sabrina. Tu es si attentionnée. » Mon père a ajouté un emoji applaudissement et quelques parents se sont joints avec des commentaires comme « Ça a l'air incroyable. » Et « Ce voyage sera inoubliable. » En lisant chaque ligne, j'ai ressenti une joie que je pouvais à peine décrire. Enfin, pour une fois, ma famille semblait me reconnaître. Au début, le groupe de discussion débordait d'excitation. Eva n'arrêtait pas d'envoyer des liens vers de nouvelles robes, montrant celles qu'elle prévoyait de porter pour le dîner élégant à Aspen. Ma mère a commencé à discuter du vin à apporter. Mon père a dit qu'il préparait quelques histoires drôles à raconter à table. J'ai souri, me sentant soulagé. Peut-être que cette fois, les choses seraient vraiment différentes. Mais ce bonheur n'a pas duré longtemps. Quelques jours plus tard, le ton dans la discussion a commencé à changer. De nulle part, ma mère a écrit « Sabrina, n'essaie pas de tout contrôler. Laisse tout le monde faire certaines choses eux-mêmes. » J'ai regardé le message, un peu abasourdi, car je n'avais rien imposé au-delà de l'organisation de l'endroit. J'ai répondu doucement, je veux seulement que tout le monde se sente à l'aise, pas contrôlé. Puis Eva est intervenue, tu en fais toujours trop. Ce n'est qu'un voyage. Pas besoin de le rendre si compliqué. Je me suis mordu la lèvre, mes doigts tremblants en tapant, je veux juste que la famille passe des vacances complètes où personne n'a à s'inquiéter. Mais au fond de moi, je savais déjà. Depuis longtemps, quoi que je fasse, ce serait toujours interprété comme en faire trop. Les jours suivants, les critiques voilées se sont faites plus vives. Quand j'ai envoyé une suggestion de menu, dinde rôtie au beurre à l'ail, farce, purée de pommes de terre, sauce au canneberge, citrouille rôtie, ma mère a répondu sèchement. Tu n'as pas besoin de tout planifier. Eva a ajouté, essaies-tu de transformer toutes les vacances en ton propre spectacle? J'ai regardé l'écran du téléphone, mes mains glacées. Tous mes efforts, au lieu d'être bien accueillis, étaient traités comme un fardeau. Un sentiment de crainte grandissant a commencé à s'installer. Peut-être que j'avais eu tort d'espérer quoi que ce soit de bon de leur part. Le point de rupture est survenu avec un message le samedi soir, une semaine à peine avant le voyage. Je venais de terminer une longue journée au bureau et j'étais assise, hébétée, à table avec une boîte de plats à emporter non ouverte devant moi. Mon téléphone a vibré et l'écran s'est allumé avec un SMS de ma mère. Sabrina, il vaut mieux que tu ne viennes pas. C'est une occasion familiale et tu rends toujours l'atmosphère lourde. J'ai lu les mots encore et encore, mes mains tremblant. Un rugissement creux a rempli ma tête, suivi de la sensation que quelqu'un me serrait le cœur. J'avais été des invités de la fête même que j'avais payée. Ce luxueux chalet, la chaleureuse maison en bois où j'avais imaginé ma famille réunie, était devenu l'endroit d'où j'étais exclu. Je suis resté figé pendant un long moment, mes yeux brûlants. La douleur ne venait pas seulement du fait d'être exclu, mais du message sous-jacent. Pour eux, je ne faisais pas partie du temps familial. J'étais juste celle qui mettait de l'argent pour réaliser leurs vacances parfaites. Tandis que ma présence elle-même était un fardeau. Après toutes ces années, le même cycle se répétait. Ils ne voulaient que ce que j'apportais, pas qui j'étais. Dehors, la pluie tombait doucement, des gouttelettes dévalant la fenêtre comme une compétition sans signification. La boîte de plats à emporter était restée intacte, la sauce teriyaki froide se mélangeant au café du matin restant en une odeur flottante et sans nom. Dans le silence, j'ai ouvert l'album photo que le gérant d'Aspen m'avait envoyé. Le balcon couvert de neige, le salon avec sa cheminée en pierre, la cuisine étincelante, les chambres avec leurs épaisses couettes. Chaque photo me semblait être une petite piqûre précise dans les parties les plus tendres de moi. J'ai de nouveau imaginé la scène. Toute la famille réunie, le feu crépitant, la chaleur du vin sur nos lèvres, ma mère assise à la tête de la table, mon père racontant des histoires, Eva riant, et moi, debout pour verser plus de vin, souriant, hochant la tête, essayant de me convaincre que j'appartenais à ce groupe. Puis le message de ma mère a clignoté dans mon esprit comme une enseigne au néon. Sabrina, il vaut mieux que tu ne viennes pas. Ces 2 mots, ne viens pas, m'ont semblé être des rivets glacés me clouant à la chaise, fixant chaque souvenir en une image si nette qu'elle ne pouvait plus être niée. Je me suis senti trahi d'une manière que je connaissais trop bien. Pas le genre de trahison bruyante,
mais la sorte silencieuse, polie, ordonnée, écrite de la voix de la logique familiale. Il n'avait besoin que du voyage. Il n'avait besoin que de l'atmosphère. Il n'avait besoin que des photos parfaites. Quant à moi, j'étais le bruit, celle qui rendait les choses lourdes. Dans ma tête, une phrase s'est élevée, aussi claire que si quelqu'un me l'avait murmurée à l'oreille. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils n'ont besoin que de mon argent. Au début, cette pensée m'a étouffé, puis s'est ouverte en un vide, s'étirant de ma poitrine à ma gorge, me forçant à respirer profondément comme un athlète terminant le dernier tour. J'ai essayé de rationaliser comme je l'avais fait pendant des années. Peut-être que ma mère était juste stressée. Peut-être qu'Eva était irritée. Peut-être qu'il ne le pensait pas. Peut-être que je surréagissais. Mais plus je cherchais des explications plus douces, plus je réalisais qu'il n'y avait rien à adoucir ici. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être criées pour être réelles. Elles ont seulement besoin d'être répétées assez longtemps, assez souvent, aux bons endroits. Leur favoritisme était exactement ça. Répété, constant, m'usant jusqu'à ce qu'un jour il se grave en moi comme un pli permanent. Je me suis levé, je me suis versé un verre de vin rouge, celui que j'avais prévu d'apporter à Aspen et d'ouvrir le soir de Thanksgiving, et j'ai pris une gorgée. L'amertume s'est répandue sur ma langue, puis s'est réchauffée en glissant lentement dans ma gorge. J'ai regardé autour de ma cuisine les casseroles en cuivre suspendues proprement, le couteau de chef avec sa gravure usée, la planche à découper en bois assombri. Toutes ces choses que j'avais achetées avec mon propre argent, grâce à des nuits tardives au bureau, à la réécriture de propositions de campagne pour la 9e fois, à des réunions où j'ai ravalé des larmes alors que des emails de la famille arrivaient avec des mots comme « Nous dînons pour célébrer Eva ce week-end. Passe si tu es libre », comme si j'étais juste une invitée de passage. Et maintenant, même les vacances que j'avais payées n'avaient pas de place pour moi. J'ai fait défiler le groupe de discussion jusqu'au premier message, quand j'ai annoncé que j'avais loué le chalet. Les cœurs d'Eva, l'émoji applaudissement de mon père, les symboles de remerciement de ma mère comme des éclats de confetti, brillants et colorés. Mais quand le papier tombe par terre, la pièce est toujours vide. Leur gratitude avait toujours été comme ça, légère, fugace, tombant sans jamais atterrir, jolie mais jamais chaude. Je me suis demandé pourquoi j'avais encore été assez stupide pour croire que cette fois serait différente. J'ai posé le verre de vin, je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine et j'ai fermé les yeux. Des images de mon enfance ont défilé comme une bobine en accéléré. Mes mains dans l'eau froide à laver les pommes de terre. Le rire d'Eva depuis le salon. La voix de ma mère, stable mais vive. Sabrina, n'en fais pas trop. Le léger froncement de sourcils de mon père en goûtant la farce que j'avais faite. La chaise vide à côté de moi à chaque dîner parce que j'étais toujours dans la cuisine. Tout cela est revenu en force et s'est superposé au message de ce soir, formant une image complète. Il n'avait jamais voulu de moi au centre de quoi que ce soit. Il me voulait utile, pas présente. J'ai ouvert les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. La douleur cuisante était passée, laissant derrière elle un engourdissement comme une croûte en voie de guérison. Et sur cet engourdissement, lentement et sans équivoque, une autre couche d'émotion est montée. La colère. Pas la colère rapide et explosive qui s'éteint vite, mais une colère avec de l'ordre, de la mémoire, des chiffres, des reçus, avec un nom et une adresse. Chalet d'Aspen, $10 000, une carte à mon nom, un email de confirmation à mon nom, une politique d'annulation que j'avais lue attentivement. Cette colère m'a parcouru comme un courant électrique, illuminant chaque recoin. J'avais acheté un rêve partagé avec mon propre argent, et il m'avait exclu de ce rêve avec 2 mots, ne viens pas. Si c'était un contrat commercial, je tenais un contrat avec une violation flagrante de la bonne foi. Si c'était une campagne de marketing, le seul indicateur de performance clé, l'unité, avait échoué, et la cause résidait dans le public cible principal, une famille qui n'avait aucune demande réelle pour le produit, ma présence. Ces comparaisons sèches m'ont en quelque sorte stabilisé. J'avais passé toute ma vie à essayer de leur plaire. Il était peut-être temps d'utiliser ce que je faisais de mieux pour me protéger. La raison, les faits et les décisions. J'ai pensé à la valeur. Un mot que mon travail m'obligeait à peser chaque jour. Quelle était ma valeur à leurs yeux? Une carte de crédit ambulante, une coordinatrice logistique, un coussin pour qu'Eva et ma mère ne ressentent jamais les aspérités de la vie. Et quelle était leur valeur à mes yeux à ce moment-là? Une série de demandes enrobées de sucre. Une occasion familiale redéfinie pour leur convenance. Une pièce pleine de gens sans siège pour moi.
La vérité était crue. J'avais payé pour une place à une table qui n'avait jamais été vraiment la mienne. Et quand ils m'ont demandé de m'écarter, ils s'attendaient à ce que je parte tranquillement, comme une servante polie, fermant doucement la porte pour que l'atmosphère familiale ne soit pas dérangée. À cette pensée, j'ai ri, un son court et sec comme le pop d'une bouteille vide. Je n'avais plus 16 ans. Je n'étais plus la jeune fille de 22 ans derrière un comptoir de café, les mains tremblant de faim. J'étais une femme de 35 ans qui avait construit sa vie à partir de rien, qui avait appris à lire les contrats, à négocier, à quitter des réunions où elle n'était pas respectée. Et je pouvais quitter une réunion de famille comme celle-ci aussi. Mais partir n'était pas suffisant. Quelque part en moi, une voix calme a parlé. Il est temps de reprendre la décision. J'ai posé mon téléphone sur la table, j'ai ouvert l'email de confirmation de la station et j'ai relu la politique d'annulation. Les termes étaient clairs. Annuler 3 jours avant pour un remboursement partiel, annuler 7 jours avant pour un remboursement complet. Il me restait encore une semaine. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'appel à côté du nom du gérant, puis s'est arrêté. J'ai entendu la sonnerie s'étirer à mon oreille, mon rythme cardiaque suivant chaque impulsion comme un battement de tambour avant une bataille. Puis une voix féminine, chaleureuse et professionnelle, s'est fait entendre. Bonsoir. Ici Alpine Chalet Aspen. Comment puis-je vous aider? J'ai pris une profonde inspiration, ma main agrippant le téléphone comme si le lâcher me ferait tomber dans un espace vide. Bonjour, je m'appelle Sabrina Williams. J'ai une réservation pour les vacances de Thanksgiving la semaine prochaine. Je voudrais annuler. Les mots sont sortis de ma bouche légers comme l'air, mais dans ma poitrine, mon cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de se briser. De l'autre côté, il y a eu un bref silence avant que la voix polie de l'employé ne revienne. Oui, mademoiselle Williams. Je vais vérifier cela pour vous tout de suite. J'ai écouté les bruits de frappe, de papier qui se tourne, d'une souris qui clique. Pendant ces quelques courtes secondes, tout mon corps s'est raidi, attendant un verdict. Des images d'Eva et de ma mère ont défilé dans mon esprit. Elles étaient probablement en train de faire leurs valises avec enthousiasme, de choisir des tenues, d'imaginer les photos parfaites qu'elles prendraient dans ce chalet. Dans quelques minutes, toute cette vision s'effondrerait, et elles n'auraient aucune idée de pourquoi. Mes doigts se sont resserrés jusqu'à ce que le bord de mes ongles s'enfonce dans ma peau. Oui, j'ai trouvé votre réservation. Chalet Aspen Ridge, cette nuit, 15 personnes. Prix total, $10 000. Comme vous annulez dans le délai de 7 jours, vous recevrez un remboursement complet sur la carte que vous avez utilisée pour le paiement. Sa voix était stable et professionnelle, mais pour moi, chaque mot a atterri comme un coup de marteau, coupant la corde qui m'avait lié. Je me suis entendu dire, c'est exact. Veuillez l'annuler complètement. Un battement de silence, puis de nouveau le bruit de la frappe. C'est fait, mademoiselle Williams. La réservation a été annulée. Nous vous enverrons un email de confirmation immédiatement. Les fonds retourneront sur votre compte dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables. Puis-je vous aider pour autre chose? J'ai fermé les yeux et j'ai senti ma poitrine s'ouvrir, non pas de joie, mais d'un soulagement froid, comme si je venais de couper une corde qui m'étranglait depuis bien trop longtemps. Non, merci, dis-je doucement. C'est tout. Ah. Quand j'ai raccroché le téléphone, l'appartement est soudainement devenu si silencieux que j'entendais l'horloge tic-taquer sur le mur. En moi, il n'y avait plus de panique. Au lieu de cela, un calme étrange s'est répandu. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas ri. Je suis resté assise là, les mains posées sur la table comme si je venais de signer un nouveau contrat avec moi-même. À partir de ce moment, je n'étais plus le portefeuille ambulant de ma famille. J'avais le droit de décider où et avec qui mon temps et mon argent méritaient d'être investis. J'ai ouvert mon email et j'ai vu la notification d'Alpine Chalet qui attendait déjà. Les mots « Votre réservation a été annulée » brillaient à l'écran. Je les ai lus et relus, me sentant à la fois réel et irréel. Dans mon esprit, j'ai imaginé la scène lorsque ma famille arriverait. Des valises traînant dans la neige, la porte verrouillée, le gérant secouant la tête. Je suis désolé. Cette réservation a été annulée. J'ai imaginé chaque détail. Ma mère fronçant les sourcils de reproche, les yeux d'Eva se remplissant de larmes, mon père se frottant les tempes, Tyler jurant à voix basse, les parents faisant des appels téléphoniques frénétiques. Et moi, je serais à des milliers de kilomètres, dans mon propre appartement, levant un verre de vin, silencieuse.
La montée d'adrénaline persistait encore, comme si je venais de faire quelque chose de presque trop audacieux. Une partie de moi voulait leur envoyer un texto, crier « J'ai annulé parce que vous m'avez exclu ». Mais une autre partie, la partie rationnelle et adulte, a gagné. Je me suis murmuré à moi-même « Non, laisse-les découvrir par eux-mêmes ». Mon silence serait la réponse la plus tranchante de toutes. Ils avaient traité ma présence comme un fardeau et mon argent comme un dû. Maintenant, ils allaient découvrir ce que ça faisait quand les deux disparaissaient. Je me suis levé et je suis allé à la grande baille vitrée, regardant Seattle la nuit. Les lampadaires s'étiraient comme des étoiles dorées, les gratte-ciels s'élevant comme des blocs de pierre géants, et au loin, un rideau de pluie brouillait la baie. Je me sentais petite, mais plus invisible. Dans cette immobilité, j'ai réalisé une vérité aussi claire que les lumières de la ville. Je venais de faire quelque chose que je n'avais pas osé faire depuis plus de 30 ans. Dire non à ma famille. Pas avec des mots, mais avec des actes. Mon cœur battait encore la chamade, mais il ne portait plus le rythme frénétique de la peur. C'était le rythme de l'anticipation, comme le roulement de tambour avant le début d'une pièce de théâtre. Je savais que la scène à venir serait le chaos, rempli de reproches, peut-être même de larmes. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur. Je me sentais confiante, même impatiente, parce que cette fois, je n'étais pas un personnage secondaire. J'étais celle qui réécrivait le scénario. J'ai souri faiblement, je me suis versé un autre verre de vin et j'ai murmuré intérieurement. Laissez-les découvrir par eux-mêmes. Ils comprendraient que la Sabrina qu'ils connaissaient n'était plus la fille qui lavait les pommes de terre, emballait les cadeaux, payait les factures et s'asseyait tranquillement au coin de la table. Je m'étais placé au centre de l'histoire en sortant de la leur et en choisissant de créer mon propre Thanksgiving. Le matin de Thanksgiving, je me suis réveillé dans mon petit appartement à Seattle avec une étrange sorte de paix. Dehors, la bruine tombait doucement, un voile de brume enveloppant la ville d'une fine couverture. J'ai tiré les rideaux, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis dit, aujourd'hui sera à moi. Fini de courir après les attentes familiales. Fini de me plier en quatre pour plaire à qui que ce soit. Au lieu de me tenir dans la cuisine d'un chalet à servir un festin à des gens qui ne m'ont jamais apprécié, je me tenais dans ma propre cuisine, commençant à préparer une célébration chaleureuse que j'appellerais Friendsgiving. J'ai sorti la dinde marinée du réfrigérateur, sa peau déjà imprégnée de beurre, d'ail et de romarin. Alors que je frottais le mélange uniformément sur la volaille et que je glissais des citrons et des oignons brillants à l'intérieur, le parfum a rempli la cuisine. Je l'ai glissé soigneusement dans le four, puis je me suis tourné vers les autres plats. Une casserole fumante de purée de pommes de terre, une poêle dorée de farce avec des saucisses et du céleri, et un bol de sauce au canneberge pourpre. L'air était épais de tradition, mais empreint de liberté car pour la première fois, je cuisinais non pas pour prouver ma valeur, mais pour partager avec des gens qui voulaient vraiment être là avec moi. À 11 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai ouvert pour accueillir un cercle de collègues proches. Priya d'Inde, Miguel du Mexique, Lan du Vietnam et Elena d'Ukraine. Chacun avait apporté quelque chose de sa propre culture. Priya avec un curry végétarien parfumé, Miguel avec un plateau d'enchiladas chaudes, Lan avec des nems colorés bien roulés, et Olina portant un gâteau au miel sucré. Nous avons ri en disposant la nourriture sur la petite table à manger, qui est instantanément devenue une toile vibrante du monde. Alors que nous nous asseyions, chaque personne a partagé sa propre raison de gratitude. Priya a parlé de la façon dont sa famille avait traversé la pandémie à New Delhi. Miguel a dit qu'il était reconnaissant de pouvoir envoyer de l'argent à sa mère à Oaxaca. Lan a souri vivement et a partagé qu'elle était reconnaissante d'avoir trouvé une communauté à Seattle. Les yeux d'Alena ont brillé alors qu'elle parlait de sa famille restant en sécurité au milieu de la fumée de la guerre. J'ai écouté, sirotant mon verre de vin rouge, sentant la chaleur se propager en moi. Pour la première fois de ma vie, j'étais à une table de Thanksgiving où je n'étais ni comparé, ni jugé, ni traité comme un fardeau. J'étais simplement moi-même, et ma présence était pleinement accueillie. Au milieu des rires et de l'odeur de la dinde qui rôtissait lentement dans le four, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Le nom de ma mère s'est allumé, puis celui de mon père, puis celui d'Eva. Une série d'appels manqués formait une liste croissante. J'ai posé le téléphone sur la table, sans me presser de répondre. Mais l'écran s'est de nouveau allumé, cette fois avec un message. Je l'ai ouvert. Les mots ont clignoté. Pourquoi le chalet est-il fermé à clé? Avant que je puisse réagir, un autre message de mon père est arrivé.
Le gérant a dit que la réservation avait été annulée. Sabrina, que se passe-t-il? Et puis le long SMS d'Eva, truffé de points d'exclamation. Sais-tu que nous sommes dehors dans la neige? Tout le monde gèle. Les bagages sont éparpillés dans la cour. Les enfants pleurent. Explique ça tout de suite. Comment? J'ai regardé l'écran pendant un long moment, puis j'ai laissé un léger sourire se dessiner au coin de mes lèvres, exactement comme je l'avais imaginé. La vision qu'ils avaient de vacances parfaites avait éclaté comme une bulle de savon, les laissant frissonner dans le froid de la montagne. J'ai imaginé ma mère tapant du pied dans la neige. Eva criant sur Tyler, mon père tâtonnant avec son téléphone alors que ses mains tremblaient dans l'air glacial. L'image ne m'a pas apporté de joie, mais elle m'a apporté de la clarté. J'avais eu raison. Ils ne m'avaient jamais apprécié. Ils n'avaient apprécié que ce que je fournissais. Et quand j'ai retiré cela, leur impuissance a été exposée. Le téléphone continuait de vibrer, la sonnerie devenant frénétique. Je l'ai mis en silencieux, je l'ai retourné et je suis retourné à table. Mes amis riaient toujours, ignorant la tempête qui se déchaînait dans le groupe de discussion de ma famille, et je n'avais aucune intention de leur en parler. J'ai versé plus de vin dans les verres de tout le monde, l'arôme de dinde au beurre à l'ail remplissant la pièce, les rires se mêlant au cliquetis des couverts sur les assiettes. J'ai pris une gorgée de vin, l'amertume douce glissant dans ma gorge, et sans réfléchir, j'ai souri. À ce moment-là, j'ai réalisé que c'était mon vrai Thanksgiving. Pas un chalet à 10 000 $, pas des lumières scintillantes mises en scène pour Instagram, mais une petite table à manger, des plats du monde entier et des gens qui me regardaient avec gratitude simplement parce que j'étais là. Personne ne m'a dit que j'étais trop sensible. Personne ne m'a poussé hors du cadre. Il n'y avait que de la joie pure, née du partage de la nourriture et des histoires. À 15 heures, la dinde était rôtie à point et placée au centre de la table, son arôme remplissant toute la pièce. Ensemble, nous l'avons découpée, nous avons passé les assiettes et nous avons rempli chaque silence de rire et de conversation. Mon téléphone était resté intact sur le comptoir de la cuisine, son écran clignotant avec de nouveaux appels et messages s'accumulant. Mais je m'en fichais. J'avais choisi le silence et jamais le silence n'avait eu un goût aussi doux. Ce soir-là, après le départ de mes amis, j'ai nettoyé la cuisine pendant qu'un jazz doux jouait en arrière-plan. En jetant un coup d'œil à mon téléphone, j'ai vu des dizaines de notifications non lues, des voix de panique, de colère et de reproches attendant derrière l'écran. Mais au lieu de trembler comme avant, je l'ai simplement pris, j'ai appuyé sur le bouton pour assombrir l'écran et je l'ai mis de côté. Je me suis versé un dernier verre de vin, je me suis affalé sur le canapé et j'ai regardé par la fenêtre striée de pluie. La ville brillait toujours. La pluie tombait toujours. Mais en moi, la tempête s'était enfin calmée. C'était la première fois de ma vie que j'avais un Thanksgiving pour lequel j'étais vraiment reconnaissante. Reconnaissante envers moi-même d'avoir eu le courage de sortir du cycle toxique. Reconnaissante envers les amis qui s'étaient assis à ma table et reconnaissante pour le silence que j'avais choisi, un silence plus fort que n'importe quelle protestation ne pourrait jamais l'être. En contraste frappant, les vacances de ma famille se sont transformées en chaos. À 20h30 ce soir-là, le groupe de discussion s'était transformé en une inondation déchaînée. Après s'être vu refuser le service par le gérant, oncle Larry a écrit « Tout le monde, j'ai trouvé un motel au pied de la montagne. Pas cher, à 4 heures de route d'ici. Pas terrible, mais il y a des chambres. » Ma mère a immédiatement répondu « Réserve-le. » Tout le monde descend de la montagne. Puis est venue une série d'instructions. Couvrez-vous. Les routes sont glissantes. Tyler, vérifie les pneus. Eva, mets d'abord les enfants dans la voiture. J'ai imaginé la caravane de phares serpentant sur la pente noire comme du jet. Des feux arrière rouges brillant dans le vent. Des essuie-glaces raclant contre la vitre. Dans mon esprit, une autre image a vacillé. La longue table du chalet, des nappes en lin blanc, des bougies dorées, des verres en cristal, tout réduit à une illusion. Leurs vacances parfaites maintenant redirigées vers une enseigne au néon clignotante, Pinolow Motel, chambre libre. Vers minuit, ma mère a envoyé une courte vidéo. La chambre de motel était exiguë avec des murs beige tachés et une moquette moisie. Les fenêtres étaient fermées hermétiquement, mais le bruit du vent sifflait encore à travers. Sur le lit, les deux enfants d'Eva étaient blottis sous les couvertures, leurs yeux gonflés d'avoir pleuré. Sur la table de chevet se trouvait une pizza surgelée cuite à la hâte, son fromage filandreux et inégal, à côté d'une bouteille de soda bon marché.
Ma mère a fait un panoramique de la caméra, sa voix à la fois lasse et amère. Tu vois ça? C'est le Thanksgiving de notre famille. Pas de dinde, pas de table, juste une pizza surgelée dans un motel miteux. Elle a fait une pause d'une demi-seconde, puis a aiguisé son ton. Tout ça à cause de ton égoïsme. J'ai regardé l'image de cette pizza et je me suis soudain souvenu de mes 16, 17 ans, de la farce que j'avais faite et qui avait été jugée trop salée. De la chaise vide à côté de moi au dîner. De mes doigts engourdis par l'eau froide dans l'évier. Étrangement, ces vieux souvenirs se sont adoucis, comme une ecchymose fanée qui change enfin de couleur en guérissant. Le message de mon père était plus court, mais son poids était lourd. Tu as fait quelque chose de terrible. J'ai honte devant la famille. Rappelle-moi. J'ai lu chaque mot et j'ai senti la même vieille bande-son familiale se jouer à nouveau. Blâme, accusation, demandes urgentes, et enfin, ordre. Mais je n'ai plus ressenti le besoin de danser sur cet air. Je me suis levé, j'ai préparé une théière chaude et j'ai laissé l'odeur de menthe réchauffer mes mains. Dehors, la pluie de Seattle tombait régulièrement comme une berceuse. Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte, mon dos soutenu par le bois massif, et j'ai soudain réalisé que ma poitrine montait et descendait lentement, profondément. J'étais en paix. Vers 1h du matin, Eva a essayé un appel vidéo. Je n'ai pas répondu. Un message est arrivé juste après. Sais-tu même ce que c'est aujourd'hui? C'est le jour de la famille. Tu l'as tué. Tu gâches toujours tout. Puis est venue une avalanche de SMS de parents. Tante Patricia se plaignant, j'ai conduit 6 heures jusqu'ici parce que tu as dit qu'il y avait un chalet. Cousin Marc grommelant, j'ai gaspillé tellement d'essence et de temps. Et même un cousin à qui je n'avais presque jamais parlé s'est joint à la conversation. Sabrina, commence à te comporter comme une adulte. Je les ai tous fait défiler comme si je passais devant un tableau d'affichage dans un hall animé, bruyant, plein de mots et de flèches, mais aucune des flèches ne me visait plus. Ils pouvaient me coller n'importe quelle étiquette, mais les étiquettes ne collent que si je les maintiens en place. Et j'avais lâché prise. Le lendemain matin, ma mère a appelé. Et cette fois, j'ai répondu. Pendant un moment, il y a eu un silence. Puis le son de sa respiration régulière. Sabrina, dit-elle lentement. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. J'ai répondu calmement. J'ai annulé parce que j'ai été exclu de ce voyage. Elle s'est tue, puis a craqué. Mais c'était la famille. Tu rends toujours tout si lourd. J'ai répondu, tu as dit exactement cette phrase quand tu m'as désinvité. Les deux côtés sont tombés dans le silence. J'ai entendu le bourdonnement du climatiseur du motel crépiter à travers la ligne. Imaginez ma mère assise sur le bord du lit, la main pressée contre son front. Tu es égoïste, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Tu voulais te venger. J'ai parlé lentement. Non, j'ai fixé une limite. Vous voulez mon argent, mais vous ne voulez pas de moi. À partir de maintenant, les deux vont de pair ou ils disparaissent ensemble. Elle a poussé un long soupir, puis a raccroché. À midi, mon père a envoyé un texto, ta mère pleure. Es-tu satisfaite maintenant? J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Dans le passé, ces mots étaient la corde qui me ramenait à la cuisine, à la table, à ma place sur la touche. Aujourd'hui, ce n'était qu'une ligne de texte sur un fond blanc. J'ai posé le téléphone et j'ai ouvert la fenêtre, laissant l'air humide et frais entrer. Une odeur propre a rempli la pièce, l'odeur de la pluie et du bois mouillé, et je me suis senti ancré dans le présent, plus piégé sur cet escalier à Boston il y a des années. Le soir, le groupe de discussion s'était calmé. Peut-être qu'ils étaient épuisés. Une dernière photo est apparue. Leur Thanksgiving au motel. Une petite table carrée, 3 gobelets en plastique, une pizza à moitié mangée et quelques frites molles. La légende d'Eva disait « Vacances gâchées ». En dessous est venu le cœur, si affreux. Incroyable. Pauvres enfants. Pas un seul mot sur le message des invitants de ma mère une semaine plus tôt. Pas une seule mention du fait que j'avais payé pour quelque chose qu'ils prévoyaient de s'approprier sans moi. Dans leur version de l'histoire, j'étais la tempête et ils étaient les victimes bloquées par la neige. Mais étrangement, je n'ai plus ressenti le besoin de me défendre. Je n'avais pas besoin d'un autre tribunal de famille. J'avais déjà rendu mon propre verdict, et je l'avais appliqué. 3 jours après la fin de Thanksgiving, alors que je venais de rentrer au bureau à Seattle,
assise dans une salle de conférence en verre surplombant Pike Street, regardant le trafic en dessous, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Un flot de messages est venu de ma mère, puis de mon père, et enfin un long email plein de points d'exclamation. Je l'ai ouvert et tout est revenu à la même demande familière. Sabrina, tu dois rembourser la famille pour que nous puissions louer un autre endroit pour Noël. Si tu veux te racheter de ce que tu as fait, alors tu devrais couvrir les frais cette fois. Ne sois pas égoïste à nouveau. Le ton n'avait pas changé. Toujours des ordres, toujours de la pression, traitant toujours mon argent comme une obligation. Aucune mention de m'avoir exclu, aucune reconnaissance de la douleur qu'ils avaient causée. Pour eux, l'histoire était simple. Nous avons besoin d'une maison de vacances. Sabrina doit payer. Je suis resté assise pendant un long moment, les yeux fixés sur l'écran, ni en colère ni surprise. En vérité, je savais que ce moment viendrait tôt ou tard. Mais au lieu de trembler comme je l'aurais fait autrefois, j'ai senti une clarté vive s'installer en moi. Je me suis souvenu du moment où j'ai appelé pour annuler le chalet, du son du clavier, de la voix de confirmation de l'employé, de la sensation de couper une corde qui m'avait étranglé pendant trop longtemps. J'avais fait quelque chose que je n'avais jamais osé auparavant, et maintenant je savais que c'était le moment de tracer une dernière limite. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement avec une tasse de thé chaud devant moi, le téléphone posé proprement sur la table. J'ai rappelé mes parents, le mettant sur haut-parleur pour pouvoir entendre même le son de ma propre respiration. La voix pressante de ma mère s'est fait entendre en premier. « Sabrina, enfin tu as appelé. Tu sais que nous ne pouvons pas laisser Noël se transformer en un désastre comme Thanksgiving, n'est-ce pas? Tu dois prendre tes responsabilités. » Je ne l'ai pas interrompu. Puis mon père est intervenu, son ton sévère. « C'est toi qui as causé ça, alors tu dois réparer. Soit tu rembourses l'argent pour que quelqu'un d'autre puisse louer un endroit, soit tu en loues un toi-même. C'est le moins que tu puisses faire pour la famille. » J'ai inspiré profondément, j'ai redressé mon dos et j'ai répondu calmement. J'ai déjà payé une fois et j'ai été exclu de ce voyage. Il n'y en aura pas de deuxième. Il y a eu un silence au bout du fil comme s'ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils avaient entendu. Puis la voix de ma mère s'est élevée, vive. Quelle façon de parler! La famille, c'est la famille. L'argent n'est pas aussi important que de garder tout le monde ensemble. J'ai souri, bien que mon ton soit resté stable. Si l'unité comptait, pourquoi m'as-tu envoyé un texto disant « Il vaut mieux que tu ne viennes pas ?» Si la famille est vraiment la famille, alors l'amour passe avant l'argent. Mais clairement, pour vous, je ne suis rien de plus qu'un portefeuille. Mon père a grogné. Tu es ingrate. Toutes ces années, nous t'avons élevé, nous avons payé tes études. Je l'ai interrompu, ma voix plus ferme qu'elle ne l'avait jamais été. Je suis allé à l'école grâce à des bourses. J'ai couvert mes propres dépenses en travaillant. J'ai construit ma carrière moi-même. Tout ce que j'ai aujourd'hui ne vient pas de votre soutien, mais de son absence. Et c'est à cause de cette absence que j'ai appris à me débrouiller seul. J'ai fait une pause, respirant lentement, puis j'ai continué. Je ne mettrai pas un autre centime dans des vacances où je ne suis pas la bienvenue. À partir de maintenant, il n'y aura plus de soutien financier, plus de tentative d'acheter de l'amour. Si tout ce que vous voulez, c'est de l'argent, cherchez ailleurs. Je garderai mon amour pour les gens qui le valorisent vraiment. Ma mère a éclaté. Tu es cruel. Tu abandonnes ta propre famille. J'ai fermé les yeux et un souvenir m'est revenu. 16 ans, assise dans les escaliers, écoutant les rires dans le salon alors qu'Eva chantait des chants de Noël pendant que je serrais mon cahier de maths. À l'époque, ma mère avait dit les mêmes mots, tu rends toujours tout lourd. J'ai répondu lentement. Je n'abandonne pas. J'arrête de troquer ma propre personne pour une place qui ne m'a jamais été destinée. Un bruit sourd est parvenu de la ligne. Mon père a dû frapper la table de sa main. Puis il n'y a eu que le silence. Enfin, la voix de ma mère s'est brisée. Tu le regretteras. J'ai mis fin à l'appel sans répondre. Plus de larmes, plus de tremblements, seulement de la clarté. J'avais tracé une limite qu'il ne pourrait jamais franchir. Cette nuit-là, j'ai mis mon téléphone en silencieux, je l'ai placé dans un tiroir et j'ai mis un disque de jazz doux. Je me suis assise sur le canapé, laissant la douce lumière tomber sur le tapis vert. Une paix inconnue s'est installée sur moi. Je savais qu'à partir de maintenant, Noël, Thanksgiving ou toute autre fête ne m'enchaînerait plus au cycle de la douleur.
Je choisirai les endroits et les personnes dignes de les partager. Je n'essaierai plus de maintenir une famille toxique avec de l'argent ou des sacrifices. En moi, une nouvelle décision a commencé à prendre forme, me concentrer sur ma propre vie. J'ai pensé à mon travail, aux projets que j'aimais vraiment, au groupe de collègues internationaux qui m'avaient offert un Thanksgiving complet. J'ai pensé aux voyages que je pourrais m'offrir, aux petites maisons au bord de lacs tranquilles, aux simples rassemblements entre amis qui n'avaient pas besoin d'être élaborés pour être chaleureux. Pour la première fois, j'ai vu un avenir brillant et clair, sans l'ombre de ma famille planant au-dessus. Je me suis levé et j'ai ouvert la fenêtre, laissant l'air froid de Seattle entrer. Au loin, des lumières de Noël clignotaient sur un autre bâtiment. J'ai pris une longue inspiration et j'ai senti mon cœur battre lentement et régulièrement. Un vieux chapitre s'était refermé, et je venais de commencer le nouveau. Un chapitre de liberté, de limites et d'amour de soi. Après cet appel final avec mes parents, j'ai commencé une habitude que je n'avais jamais osée auparavant. Chaque matin, avant d'ouvrir mes emails de travail, je préparais une tasse de thé chaud, je me tenais près de la fenêtre surplombant la ligne d'horizon brumeuse de Seattle et je me posais une seule question. Comment vais-je être gentil avec moi-même aujourd'hui? Cette petite question est progressivement devenue le fil conducteur qui m'a mené à la thérapie. J'ai trouvé une thérapeute nommée Maria dont le bureau était une pièce ensoleillée au 3e étage d'un vieil immeuble en briques rouges. Les murs étaient couverts d'aquarelles et dans le coin se trouvait une plante de monstera vert foncé. Lors de notre première séance, j'ai raconté l'histoire du chalet, puis je suis revenu aux hivers à Boston, à la chaise vide à côté de la table du dîner parce que j'étais encore dans la cuisine, à la voix de ma mère disant « Tu es trop sensible », au regard terne dans les yeux de mon père chaque fois que j'essayais de m'expliquer. Maria a écouté sans interruption, hochant la tête de temps en temps, et a terminé la séance par une phrase qui m'a laissé immobile pendant un long moment. Une famille peut être un endroit où nous sommes aimés, ou un endroit où nous apprenons à vivre sans amour. Le premier n'est pas de votre faute. Le second n'est pas votre destin. À partir de ce jour, je suis allé la voir chaque semaine, apprenant à nommer des choses que je pensais autrefois ne pas avoir besoin de nom. Le favoritisme, la dépendance à l'approbation, le syndrome du « people pleasing », la peur de l'abandon. Maria m'a appris un exercice trompeusement simple mais difficile. Quand j'entendais les mots « je suis déçu de toi » de ma mère, je devais me demander « mais suis-je déçu de la façon dont je me traite ?» La première fois que j'ai répété cela devant le miroir, mes yeux ont brûlé. La 10e fois, j'ai senti mes épaules se relâcher. La 30e fois, j'ai entendu une réponse calme monter dans ma poitrine. Non, j'apprends à rester fidèle à moi-même. De la thérapie, j'ai commencé à apporter de petits changements à la maison. J'ai collé une note au-dessus de mon bureau. La famille ne signifie pas le contrôle. Les limites signifient la force. Je me suis entraîné à dire des phrases courtes et complètes sans justification. Je suis occupé aujourd'hui. Ça ne me convient pas, non. Lorsqu'un projet au travail exigeait que l'équipe travaille toute la nuit parce qu'un client avait changé ses plans à la dernière minute, j'ai proactivement redessiné le calendrier, fixé des heures de repos claires pour tout le monde, et j'ai été surprise de voir la campagne se dérouler plus facilement qu'avant. Quand une collègue de longue date a essayé nonchalamment de me refiler les parties difficiles d'une tâche sous la bannière de la sororité, j'ai souri et suggéré de diviser le travail et de marquer les responsabilités sur le tableau Kanban. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne pas être une coupe toujours vidée. J'étais une source avec une origine, consciente des saisons des pluies et des sécheresses, et de la quantité de débit qui convenait à ceux qui venaient les mains ouvertes, pas à ceux qui essayaient de détourner tout le courant. Les soirs de week-end, j'ai ouvert ma cuisine à des gens gentils. Priya a apporté du dal parfumé. Miguel m'a appris à faire de la salsa fraîche. Lan a servi une soupe aigre-douce au saumon. Et Olina a tranché un gâteau au miel aussi fin qu'une aile d'abeille. Nous avons appelé ces soirées « la table du jeudi », une table du jeudi pour nous rappeler que même au milieu d'une semaine de travail chargé, il y avait toujours une place pour la joie, pour la présence, et pour la question « de quoi es-tu reconnaissant cette semaine ?» Parfois, j'étais reconnaissante pour un matin sans pluie, une bougie qui brûlait de manière stable, ou un email payé pour mes séances de thérapie. Parfois, j'étais reconnaissante pour le silence dans mon appartement où la vieille bande-son de la culpabilité ne résonnait plus. J'ai aussi appris à marcher seule. À la fin du printemps, j'ai loué une petite cabane à Leavenworth, emportant 2 livres et un pull épais, randonnant à travers les forêts de pins au son d'un ruisseau. Là, j'ai écrit une lettre à la jeune fille de 16 ans en moi, disant « Tu en as assez fait. À partir de maintenant, je me tiendrai à la porte et je ne laisserai plus personne te faire de mal. »
J'ai plié la lettre, je l'ai glissée dans ma poche et j'ai souri à moi-même. Jamais l'expression « je m'en occupe » n'avait semblé si légère. Le temps a passé. L'automne est revenu, et Seattle est devenu orange doré le long des rangées d'érables. 1 an plus tard, Thanksgiving est arrivé un matin rare et clair. Je me suis réveillé tôt, j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer le vent froid, j'ai mis une vieille playlist de jazz de Chet Baker et j'ai placé la dinde sur le plateau. L'odeur de beurre et d'ail a de nouveau rempli la cuisine, mais sa signification était différente maintenant. Je cuisinais non pas pour gagner une place à la table de quelqu'un d'autre, mais pour inviter ceux qui m'avaient toujours gardé une place dans leur cœur. J'ai mis la table avec du lin de couleur terre, quelques brins d'eucalyptus dans un bocal en verre, et des verres à vin poli jusqu'à ce qu'ils reflètent le ciel à l'extérieur de la fenêtre. Mes amis sont bientôt arrivés, Priya avec un plateau de chat croustillant. Miguel avec une bouteille de mezcal sous le bras. L'enrayonnante emportant un plateau de flan au pendant. Et Alina, enveloppée dans une écharpe en laine, tenant un panier de pain de seigle noir. Nous avons ajouté des chaises supplémentaires, nous avons agrandi la table avec une planche en bois et nous avons transformé mon petit appartement en une salle de banquet rayonnant de chaleur. À Sabrina, a levé son verre Miguel, celle qui nous a appris que la famille de choix n'est pas juste un slogan, c'est une création. J'ai ri, j'ai trinqué mon verre et j'ai écouté le son cristallin comme la pluie et le soleil tapotant contre un toit. Nous avons partagé nos histoires de gratitude pour l'année. Priya a dit qu'elle avait osé refuser un projet d'exploitation. Lan a parlé de prendre un long congé pour rendre visite à sa famille à Saigon. Alina a partagé fièrement que sa mère venait d'apprendre à utiliser les appels vidéo. Miguel a dit qu'il s'était réconcilié avec son frère aîné après 3 ans de silence. Quand ce fut mon tour, j'ai simplement dit « Je suis reconnaissante d'avoir appris à me choisir sans demander la permission de personne ». La table est tombée dans le silence pendant un battement, puis a éclaté en applaudissements, pas bruyants, pas ostentatoires, mais plein comme une étreinte. Le soir est tombé, et la cuisine brillait de la chaleur du four et des rires. Quelqu'un a allumé une guirlande lumineuse autour de la porte, sa lueur dorée se déversant sur nos épaules. J'ai sorti la dinde, le couteau tranchant sa peau croustillante avec un léger craquement, la purée de pommes de terre gonflant sous la cuillère, la sauce au canneberge traînant un rouge profond sur les assiettes blanches comme un coup de pinceau audacieux. Nous avons mangé lentement, parlé lentement, laissant des espaces entre les mots pour vraiment écouter. À un moment donné, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu tout le monde penché en avant, non pas vers leur téléphone, mais vers le rire. Et j'ai réalisé que c'était l'image que j'avais essayé d'acheter pendant des décennies. Et en vérité, au moment où j'ai arrêté de payer pour des endroits qui n'avaient pas de place pour moi, elle est venue d'elle-même. Après le dîner, nous avons porté des couvertures sur le balcon, nous nous sommes rassemblés en cercle autour d'un petit foyer électrique, nous réchauffant les mains, regardant les lumières de la ville en dessous se déplacer comme des bancs de poissons lumineux nageant dans les rues. Quelqu'un a raconté une histoire idiote, et nous avons tous éclaté de rire. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, j'ai pris une profonde inspiration d'air froid, et la voix de Maria a résonné dans mon esprit. Le bonheur n'est pas bruyant, il dure. Quand tout le monde est parti et que l'appartement s'est calmé, seul le doux bourdonnement du lave-vaisselle a rempli le silence comme des vagues. Je me tenais dans la cuisine, lavant le dernier verre, l'eau chaude glissant entre mes doigts comme une berceuse. Puis le téléphone sur la table s'est allumé, vibrant fort, clignotant avec des dizaines d'appels manqués de maman, suivis d'un flot de messages. J'ai séché mes mains, je me suis approché et j'ai lu les mots qui affluaient avec un calme détachement. Sabrina, où es-tu? Sais-tu que ce jour est pour la famille? Tu es affreuse. Rappelle-moi. Viens-tu pour Noël? Les mots vacillaient comme des braises mourantes, assez brillants pour me rappeler un vieux port, mais plus assez chauds pour m'y ramener. J'ai posé le téléphone face contre terre, un sourire naturel se dessinant sur mes lèvres, non pas triomphant, mais le sourire de quelqu'un qui vient de poser une pierre fermement en place sur le pont qu'il est en train de construire. J'ai baissé les lumières, j'ai allumé une bougie parfumée et je l'ai placée au centre de la table, maintenant parsemée de quelques miettes. La petite flamme se tenait droite, inébranlable. Avant de me coucher, j'ai écrit quelques lignes dans mon journal, des mots que je veux aussi laisser à ceux d'entre vous qui écoutent cette histoire. Parfois, pour trouver sa propre valeur, il faut oser s'éloigner de la famille de sang qui vous empoisonne. Non pas pour nier d'où vous venez, mais pour protéger où vous allez. Non pas pour chercher à se venger, mais pour cesser de se blesser soi-même. J'ai fermé le cahier, j'ai tiré les rideaux et je me suis glissé sous les couvertures. Dehors, la pluie de Seattle a recommencé. J'ai fermé les yeux,
écoutant le rythme régulier sur le toit, comme le battement de cœur d'une ville qui me retient sans rien exiger en retour. Sur la table, le téléphone était posé face contre terre, silencieux. Dans ma poitrine, mon cœur battait lentement et régulièrement. Et dans l'obscurité chaude de ma chambre, je savais que j'étais enfin chez moi.